Et pendant qu'il est encore parmi nous, pour cet après-midi, je voudrais vous informer du départ prochain. Merci. Voilà. Vous. Merci. Merci. Oui. Je voulais vous informer du départ prochain du colonel Benkemoun, qui est directeur et chef de corps des pompiers du Doubs, qui rejoint dans les prochaines semaines le département de la Seine-Maritime, qui, évidemment, vous connaissez la Seine-Maritime, c'est un département qui est 2,5 fois plus important que le département du Doubs. C'est donc une promotion. Je voudrais saluer ici, il est parmi nous, l'action qu'il a menée tout au long de ces années à nos côtés. Il a contribué très largement à rationaliser, optimiser la gestion des sapeurs-pompiers du Doubs, à en accompagner le processus de modernisation. Nous aurons bien entendu l'occasion, le moment venu, de lui rendre hommage, mais je voulais vous réserver la primeur de cette information. Il passera encore avec nous le 14 juillet et ensuite il rejoindra son nouveau lieu d'affectation. Nous aurons bien sûr l'occasion de le voir revenir aussi à l'occasion de l'inauguration des nouveaux centres de secours de Besançon, Besançon-Ouest, Besançon-Est. Mais s'il le souhaite, je lui donne volontiers la parole. Pour l'instant, allez-y. Vous appuyez sur le petit bouton devant vous que je puisse vous repérer. Merci, voilà. Mon colonel. D'abord, merci de me donner la parole, Président. Il n'est pas de coutume qu'un chef de service s'immisce dans vos débats. Peut-être de manière très courte, vous remercier personnellement. En novembre 2005, on s'était rencontrés et vous aviez exposé un peu votre vision de ce que vous vouliez faire du service départemental d'incendie de secours. C'est pour cette raison, pour cette vision-là, que j'ai voulu quitter le Sud-Ouest, où j'avais décidé de me poser et profiter de la douceur de vivre. Et puis remercier tous les élus du Conseil général, d'abord ceux qui siègent au Conseil d'administration et qui s'engagent quotidiennement dans le fonctionnement du service, et puis les autres aussi, puisque lorsqu'on regarde en 6 ans et demi, toutes les délibérations relatives aux SDIS, que ce soit dans cette instance ou au sein du Conseil d'administration, ont été votées à l'unanimité, ce qui témoigne que votre ambition était largement partagée. Pour tout cet engagement, merci. Et merci pour votre engagement et je pense qu'on peut vous applaudir chaleureusement. Bien, merci. Je vous propose, mais nous nous reverrons bien sûr pour saluer vos mérites et je vous invite à revenir à l'ordre du jour au rapport 404 qui nous invite à porter un avis sur les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, Sage, Audoux, Haute-Loup et de Lalande. Et c'est Christian Boudet qui nous le présente. Merci. Donc, le schéma d'aménagement et de gestion des eaux est un document de planification à portée réglementaire. Il décline à l'échelon local les SDAGE que nous avons approuvés, l'Agence de l'eau, le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux. Le premier SAGE Audoux Haute-Loup a été approuvé le 9 janvier 2002. Donc aujourd'hui, il nous est demandé la révision du SAGE. Simplement vous rappeler que le SAGE est une structure de concertation, elle n'est pas une structure de gestion, elle n'a aucun budget. Notre chargé de mission qui anime le SAGE dépend de l'EPTB Saône-Doubs, est financé sur des subventions de l'Agence de l'eau, mais aussi du Conseil général et du Conseil régional. Le SAGE est présidé par une commission locale de l'eau. Délégué du Conseil général, j'en suis le président. Le SAGE est composé de 57 personnes, 27 représentants des collectivités locales, 15 représentants des usagers, c'est très important dans la concertation, qu'ils soient professionnels, associations de toutes sortes, et puis 11 représentants de l'État. Le SAGE est un outil de planification sur un périmètre de bassin très cohérent, et lorsqu'il a été institué, vous imaginez que le Haut-Doubs, de sa source jusqu'au Saut du Doubs, et de la Haute-Loup,
de la source à son confluence avec la Furieuse dans le département du Jura présente une cohérence de bassin versant, d'autant plus que nous sommes dans une structure géologique karstique et tout ce qui peut se passer sur le Haut-Doubs a des influences sur la Loupe. Le Sage concerne 201 communes, donc c'est important, dont 181 communes dans le Doubs et quelques communes, 20 dans le Jura par rapport à la rivière dont j'ai évoqué le nom, la Furieuse. Donc c'est un territoire qui est bien identifié. Il y a des milieux aquatiques d'excellence, aussi bien au niveau des rivières, des tourbières, des zones humides, mais aussi le lac Saint-Point, le Remoré, des nappes d'eau très importantes dans la gestion de ces problématiques. Nous avons simplement 41 plans d'eau, donc 32 cours d'eau, 5 plans d'eau et 4 masses d'eau souterraines. Par rapport à la DCE, directive sur l'eau européenne, on nous demande d'atteindre le bon état écologique en 2015. 10 n'atteignent pas ce jour le bon état, en sachant que les critères de l'agence de l'eau ne correspondent pas forcément aux critères beaucoup plus professionnels qu'on a pu le voir. On l'a vu l'autre jour à la mise. Simplement, sachez que la Loue, vous connaissez les problématiques de la Loue, ce n'est pas simplement cette rivière, mais d'autres, sont considérés comme ayant atteint le bon état écologique. Donc on peut quand même se poser des questions sur les critères différents de l'Europe par rapport à ce bon état écologique. Pour faire un Sage révisé qui avait été approuvé, je vous l'ai dit, par arrêté préfectoral en l'an 2002, nous avons fait un bilan. Fort est de reconnaître que nous avons dépensé, tout confondu, communes, communautés de communes, collectivités, départements principalement, la banale somme de 73 millions d'euros. Donc c'est quand même très important. On peut reconnaître que malgré cette somme importante qui a été versée, l'état de nos rivières ne sont pas dans un état exceptionnel. Ce qui ne veut pas dire que l'argent dépensé a été inutile. On pourrait se demander s'il n'y a pas eu tous les travaux qu'il y a eu en matière principalement d'assainissement, quel état de nos rivières nous aurions aujourd'hui. Donc il y a eu donc des réunions importantes, pas simplement des membres de la CLE, mais aussi de commissions type agriculture et autres commissions ouvertes pour définir des objectifs. Nous avons 6 objectifs généraux et des sous-objectifs. Je ne veux pas rentrer dans le détail de ces objectifs. Vous les avez en page 4. Vous avez aussi un document relativement bien fait qui a été envoyé à toutes les communes. Simplement, dans l'objectif général B, assurer l'équilibre quantitatif de la ressource en eau, faire remarquer que nous prolongeons cette étude, ce plan d'une étude de volume prévalable sur le bassin du Haut-Doubs, considérant que l'Agence de l'eau a considéré ce bassin comme déficitaire en eau. Le Sage, par rapport à celui de 2002, a une portée, c'est la loi de 2006, la loi sur l'eau qui l'a décidé, a une portée réglementaire beaucoup plus forte que ne l'avait par le passé. Le Sage est divisé en 2 parties, le PAGD, le plan d'aménagement de gestion durable, et puis une partie réglementaire. Le PAGD est soumis aux décisions administratives opposables, on appelle la notion d'opposabilité. Ça veut dire que tous les documents d'urbanisme que les communes, communautés de communes devront faire devront être en conformité demain avec le Sage. Et il y a une partie réglementaire qui est encore beaucoup plus contraignante juridiquement, parce qu'il est opposable pas simplement aux administrations, mais au personnel public et privé. Ce qui obligera d'ailleurs, une fois qu'il sera validé, il a été validé par la CLE, il sera validé, il est en train d'être validé par les collectivités. Une enquête publique aura lieu cet automne sur les 201 communes que compose le Sage. Autant vous dire que l'adéquation entre le Sage, le Conseil général et ses services ont participé aussi à l'élaboration de ce document, qu'entre notre document et la politique du département, il y a une corrélation quand même assez proche, même très proche, qui fait que nous sommes relativement, même si nous avons souhaité également de mettre dans le Sage des propositions encore plus audacieuses qu'on pourrait l'être. Donc dire aussi que l'avis du Sage pour le Haut-Doubs par rapport au Conseil général et ses services qui ont travaillé nous apporte quelques éléments supplémentaires, hormis des éléments un petit peu de forme. Il y a eu une erreur sur un nom. Il ne faut pas confondre le syndicat des eaux du plateau Méchou et le syndicat des eaux de Martin, c'est évident. Par contre, ils nous ont fait remarquer que nous n'avons pas été assez... c'est sûrement peut-être une erreur. Au niveau national, le contrôle des STEP, c'est 2 bilans 24 heures par an, et nous avions marqué un bilan, donc il serait assez logique que nous en mettions 2. Puis également, sur la notion de contrôle des branchements, on met du 6 ans, du 4 ans, il faudrait plutôt mettre du 2 ans, et faire en sorte qu'une fois qu'il y a les travaux d'assainissement faits, que les contrôles des branchements soient faits le plus rapidement possible. Voilà donc l'avis
du Conseil général qu'on vous demande d'approuver ou de débattre si vous le souhaitez. Donc un document de référence, je le dis dans toutes les communautés de communes qui nous invitent à la présentation de ce SAGE. Ce n'est pas un document qu'il faudra se retrouver dans une armoire ou dans une bibliothèque, mais c'est un document de référence pour les documents d'urbanisme de ces communes. Et puis, bien sûr, un document également pour le Conseil général, même si, je le répète, le Conseil général est quasiment déjà en phase complète avec le SAGE au doux au clou. Voilà, Président. Merci beaucoup pour cette présentation. Jean-Pierre Gürtner. Oui, merci, Président. Bon, alors ce document, c'est vrai qu'il est passé dans les communautés de communes, dans les communes. Christian est venu dans ma communauté de communes. Moi, je voulais quand même vous livrer une réflexion quand même que les élus du plateau de Levier ont fait. Vous avez vu que dans la presse, il n'y a pas longtemps, les chercheurs suisses ont mis en évidence un champignon. Un champignon qui, ma foi, aurait quand même aussi sa cause sur cette mortalité des piscicoles. Champignon introduit par d'autres poissons, donc dans le cas de la pisciculture, par les éléments de pêche, par les éléments de canoë-kayak. Alors, c'est vrai que le monde économique était quand même visé jusqu'à présent. Et puis, le monde agricole fait des efforts, les communautés de communes font des efforts, la filière bois sur notre secteur fait des efforts également. Alors, quand on a vu 2 jours après qu'une association, entre guillemets, écolo, remettait en cause cela et réattaquait à nouveau le monde économique et autres, on a trouvé qu'il y avait beaucoup d'arrogance. On a trouvé qu'il y avait beaucoup d'arrogance, il y avait beaucoup de parti pris quand même sur ces dossiers et qu'il faudrait quand même toujours manifester un peu d'humilité parce que les connaissances scientifiques, un jour, elles sont comme ça et puis, ma foi, elles évoluent avec le temps. Voilà, c'est le constat qu'on a fait, nous, et puisque ce dossier a été travaillé. Et c'est vrai que c'est rigoureux. On sait qu'on va signer ça, nous, sur les plateaux. Vous savez, on va être surveillés. Puis c'est normal, on veut qu'il y ait une qualité de l'eau. Mais il ne faut quand même pas que certains remettent encore une couche supplémentaire, puisque, voilà, ce qu'il en est, ce que je voulais vous faire part, et qu'ils m'ont demandé, les élus du plateau de Levier, m'ont demandé de vous faire part de cela. Merci pour cette contribution. Jean-François Longeau. Oui, merci Président. Merci de me donner la parole sur ce schéma d'aménagement et de gestion des eaux. Alors, sur le fond, quand on lit ce document, il n'y a pas grand-chose à dire parce que c'est vrai qu'il est bien fait, il est bien pensé. Et moi, j'ai une vraie inquiétude. Alors, je suis sans doute un élu qui n'est peut-être pas un élu tout à fait comme les autres. C'est que je trouve qu'on fait beaucoup de schémas, on fait beaucoup de réglementations. Je peux vous dire que ces réglementations, quand elles reviennent dans nos collectivités, je repense que dit Jean-Pierre, c'est quand elles reviennent dans nos collectivités, bien c'est nous qui les gérons, puis on a l'impression qu'avec la réglementation ajoutée, je vous donnerai un exemple, j'ai un agriculteur à Voir qui veut se mettre aux normes, ça fait un an. On connaît les problèmes de la Loue. Ça fait un an qu'il veut se mettre aux normes. On est toujours en train de lui demander une virgule, un point virgule, puis de lui demander un certain nombre de choses. Et puis, depuis un an qu'il a déposé son dossier, il n'y a rien de fait. Alors moi, je suis un petit peu inquiet sur le fait qu'on a comme ambition d'ajouter de la réglementation à la réglementation, et pas l'ambition de traiter, de régler le problème. Et ça me pose un vrai souci. Et je pense que ce document, si on prend un peu ça au travers de la musique, c'est une super partition. Vous avez une partition extraordinaire, mais vous n'avez personne qui est capable de la jouer. Vous n'avez pas de chef d'orchestre, vous n'avez pas de premier violon. Et quand je dis ça, c'est tout cela qui y met des finances. Quand vous lisez des documents où on vous dit les STEP dans les communes de plus de 2000 habitants fonctionnent bien. Moi, j'ai regardé un peu la mienne, je ne suis pas sûr qu'elle fonctionne bien. Puis d'ailleurs, j'ai fait une réunion vendredi à laquelle j'avais invité un nombre de partenaires. Le Conseil général ne m'a pas répondu et n'est pas venu. Ça m'a beaucoup embêté. Puis quand j'ai donné les résultats et les perspectives de ce que je veux faire, on m'a pris pour une espèce d'hurluberlu.
Et puis on a dit, mais ce n'est pas les priorités que nous avons définies. Mais quelles priorités avons-nous définies? Les priorités qui sont dans la réglementation, dans lesquelles nous avons mis des normes. Mais est-ce qu'on a mis des normes sur un certain nombre de sujets? Mais il y a certains sujets sur lesquels il n'y a pas de normes. Il n'y a rien. Alors tout ça, ben, ça peut polluer, ça peut être des problèmes. Quand vous avez un industriel qui à un moment donné fait des efforts puis se raccorde, on dit oui, mais monsieur le maire, il n'avait qu'à pas se raccorder, on me l'a dit vendredi. Hein. Et c'était beaucoup mieux quand il rejetait son cuivre dans les sous-sols. Aujourd'hui qu'il s'est raccordé à votre step, ben, il fait monter le taux de cuivre. Et on est dans un schéma, moi, qui m'inquiète beaucoup. Parce que on parle beaucoup d'écologie, on parle beaucoup d'environnement, mais on reste toujours dans ces normes et on est incapable de sortir de cette réglementation et incapable de se dire, mais il peut y avoir aussi des initiatives privées qui soient hors de cette réglementation. Alors c'est vrai que ce dossier est super parce qu'il y a un gros travail de fait, il y a beaucoup de choses de fait. Et moi, ce que j'aimerais savoir, mais tout de suite, quand on aura voté schéma, demain, qu'est-ce qu'on met en place comme politique? Comment on fait? Comment on apporte notre soutien? Comment on prend des initiatives? Et qui sera le maître d'œuvre du projet? Parce qu'aujourd'hui, on a plein de choses, mais on n'a aucun maître d'œuvre, on n'a aucune intention opérationnelle, on n'a qu'une réglementation, et c'est ça, franchement, qui m'inquiète et que je voterai ce rapport parce qu'il y a un gros travail. Mais je me dis, vous savez, tous les efforts que vous avez faits, Monsieur le Président, depuis 2010 sur la problématique de la Loue, et je sais, on a beaucoup évoqué ce dossier ici, mais vous savez, j'ai l'impression qu'on n'a rien fait, quoi. Parce qu'aujourd'hui, on est dans la même situation. On est dans la même situation qu'en 2010. Et si vous reprenez, moi je n'étais pas dans la vallée de la Loue à cette époque-là, mais si vous reprenez ce qui se passait dans les années 1975, avec les articles de journaux, on est dans la même situation en 2010 que nous l'étions en 1975. Alors moi, ce que je souhaiterais quand même, c'est que les grands bavardages, c'est que les grandes paroles, c'est que les grands dossiers, c'est que les grandes réglementations, c'est que les grandes intentions, ben, elles se transforment un jour et à un moment en se disant « mais demain, qu'est-ce qu'on fait ?» Très bien, merci. Il y avait également notre ami Albert Rognon. Merci, Président. Moi, simplement, c'est pour peut-être me répéter. L'avant-dernière fois, j'avais parlé de tous ces médicaments qu'on rejette et dans nos stations d'épuration, on ne peut absolument pas les retenir. Et si je vous avais parlé de la scène où les poissons devenaient hermaphrodites, je pense que là, dans toute cette industrie pharmaceutique, je pense, et c'est vrai, mais vous pouvez rigoler, mais vous verrez que dans 10 ans... C'est pas pour ça. C'est pas pour ça. Non, mais c'est pas grave. Mais c'est pas drôle que les poissons deviennent hermaphrodites. Ah non, mais hermaphrodites, il y en a qui risquent pas de devenir. Mais simplement, ce que je veux dire, c'est que vous verrez que dans 10 ans, ça nous donnera raison. Et les pollutions aujourd'hui, bien sûr, on a parlé de l'industrie, et Jean-Pierre l'a dit, et il a parlé aussi de nos paysans. Et moi, ça fait quand même quelques années, puisque je l'ai vécu... Je l'ai vécu avec Consolation, mais je l'ai vécu avec nos territoires du Haut où tout se rejetait. Il s'avère que ça sera peut-être la première des pollutions et la pire de toutes, parce que celle-là, elle va nous envahir de toute manière. Et ça, je crois que c'est... On ne veut pas attaquer ce lobby-là, parce que c'est un lobby extraordinaire, mais c'est celui qui est en nous en plus, parce que on en prend tous les jours d'une manière ou d'une autre, et c'est ce qui va donner le plus de dégâts. Et j'ai bien lu le compte-rendu qu'il y avait eu dans le journal des Suisses. C'est pas idiot, mais on en reparlera dans 10 ans. Je serai peut-être plus là, mais vous pourrez le constater. Je crois que ce sera la première des causes de nos rivières et de nos pollutions. Merci. Merci. Il y avait également, je crois, Éric Alauzet. Sur le fond, on a quand même du mal à avancer. C'est toi, Jean-Pierre, qui a commencé à évoquer cette histoire de champignons.
Tu te souviens sans doute qu'il y a un an, c'était une cyanobactérie. Donc on a changé de coupable. Est-ce que le coupable d'aujourd'hui est le vrai coupable? J'en suis pas sûr, je suis même à peu près sûr que non. Pas dans le sens où le champignon n'a pas de responsabilité, comme la cyanobactérie. Nous se sont simplement, et tu es assez averti sur ces questions-là pour le savoir, que l'écosystème est complexe. Ce sont des opportunistes. Ce sont des opportunistes qui déclenchent à un moment donné des catastrophes. Mais s'ils se développent, c'est bien parce qu'il y a un milieu qui favorise leur développement. Il ne faut jamais qu'on oublie ça. Parce que si à chaque fois qu'on trouve un soi-disant coupable, on se dit bah, ça y est, le problème est réglé, et toutes les accusations, ce n'étaient pas des accusations d'ailleurs, c'était des pistes de réflexion, tombent à l'eau, eh bien on repart pour 5 ans à nouveau à rien faire. Donc je crois qu'on a tous compris que c'était la chimie qui était en cause dans cette affaire-là. Celle des médicaments, la chimie qui est sous nos éviers, la chimie qui est dans nos garages, la chimie qui est chez les agriculteurs, la chimie qui est dans l'industrie, partout. Tout le monde a sa part de responsabilité. Donc il n'est pas question de montrer un bouc émissaire, mais il est question de bien pointer que la question de la chimie est majeure dans cette affaire-là. Et que les micro-organismes, qu'ils soient microbiens, des champignons, etc., ne sont que des éléments qui viennent se greffer sur un déséquilibre du milieu et qui provoquent des catastrophes. Donc à nous élus qui sommes un peu plus avertis que les autres, à ne pas nous précipiter derrière ces explications de surface. Voilà, ce sont que des opportunistes. Donc à nous d'avoir le courage aussi de dire que peut-être, j'aimerais bien, Jean-François, que les initiatives suffisent. Mais ça fait 30 ans, 40 ans qu'on attend des initiatives. Si on ne met pas de la réglementation, je suis désolé, c'est vrai que ce n'est pas facile, que ça met en cause des activités, je suis bien d'accord, mais peut-être qu'il faut qu'on ait, nous, le courage, élus, d'affronter ça, et pas de répliquer le discours de ras-le-bol ou de critique qu'ont nos concitoyens, même s'ils sont en difficulté. Sinon, on ne va jamais s'en sortir, quoi. Voilà. Bien. Oui, je vais vous redonner la parole puisque notamment Jean-François Longeau souhaite intervenir à nouveau, mais pour lui permettre d'intervenir plus complètement, je voudrais faire écho à deux de ces réflexions. La première, c'est que je voudrais être sûr de bien comprendre qui est en cause par rapport aux agriculteurs qui auraient, si j'ai bien compris, déposer des dossiers et pour lesquels il ne se serait rien passé avant un délai d'1 an. Parce que se trouve posé là à la fois le problème de réactivité et aussi la nature du problème posé par cet agriculteur. Je voudrais essayer de comprendre. Deuxièmement, moi je suis sensible à une question que vous posez parce que c'est aussi la mienne. C'est de dire depuis que le département a pris cet ensemble d'initiatives et que nous n'avons jamais relâché. Je ne vais pas faire le point ici, je serai en mesure de le faire sur tout ce qui a avancé, et heureusement que nous l'avons fait, sur la gestion des effluents d'élevage, sur l'assainissement domestique, sur la connaissance du fonctionnement de la rivière. Sur tous ces points, nous avons progressé. Mais j'en conviens avec vous, se pose dans notre territoire la question de qui fait quoi. Nous continuons notre action. Mais c'est instauré, parlons franchement, il y a quelques mois, à l'initiative du préfet de région, la mise en place d'un comité des sages, dont vous faites partie, et qui, précisément, avait pour objet de reprendre à nouveau l'intégralité de la démarche. Nous, on aurait pu, face à cette initiative, nous mettre en stand-by et dire, eh bien, nous attendons les conclusions du comité des sages. Nous ne l'avons pas fait, nous avons continué à avancer et je ne le regrette pas. Mais en même temps, ce comité des sages, présidé par le président du Conseil économique et social et environnemental régional, et dont les membres, je le dis pour tout le monde, ont été désignés, non pas parce qu'ils appartenaient à telle ou telle structure, mais in situ personae, c'est-à-dire, en même temps, ne pouvant engager les structures dont ils étaient issus, ça a donc aussi surpris, je le dis franchement, les acteurs que nous sommes et qui sont consultés au travers de divers comités, qui sont d'ailleurs trop nombreux, parce que moi je rejoins votre sentiment, c'est que tout ça manque de coordination. Je le rappelle, commission locale de l'eau sur le Haut-Doubs et la Haute-Loup, la mise Loup et Rivière Comtoise, le groupe d'experts locaux chargé de faire le bilan des connaissances disponibles et d'alimenter le groupe d'experts national piloté par le NEMA. C'est vrai qu'à un moment donné, on a un peu du mal à s'y retrouver et je pense qu'on a raison de continuer l'action, mais du coup se trouve quand même posé, moi je vous rejoins,
la question de la gouvernance. Nous allons continuer à faire. Nous allons continuer à faire, en espérant d'ailleurs, ce qui est le cas, que à la fois nos partenaires agriculteurs, industriels, mais aussi les maires continuent à nous suivre, nous. Mais je pense bien qu'à un moment donné, il faudra arrêter ce déficit, ou en tout cas mettre un terme à ce déficit de coordination. Je crois pouvoir dire, je ne vais pas l'engager, mais que le préfet de région aujourd'hui est conscient de cette réalité et qu'il envisage très nettement de remettre, pour ce qui le concerne lui, un peu de transparence dans son fonctionnement. Jean-François Longeau. Oui, mais merci Président. Moi, je partage votre point de vue. Je vais vous répondre sur le problème de l'agriculteur. Qui est en cause? C'est tout simplement la réglementation. Je vais vous expliquer. Il est dans une situation qui, d'ailleurs, la réglementation, il faudrait qu'on la regarde. Vous êtes dans une exploitation inférieure à 50 UGB. Vous n'avez pas de réglementation particulière. C'est-à-dire que si vous êtes deux exploitations de chacune 26 UGB, ce qui fait 52, vous n'êtes pas dans la même réglementation que celui qui est tout seul avec 52 UGB. Ça me pose quand même un véritable problème. Donc il est dans la situation qui est celle de moins de 50 UGB. Derrière, il dépose son permis de construire, il met sa fosse à moins de 100 mètres, mais si je rentre dans la réglementation, pour un moment, moins de 100 mètres d'une habitation. Donc il dit non, attendez, alors on lui renvoie son permis. Mais comme on met déjà 6 à 8 mois pour lui instruire son permis, et qu'on lui rejette derrière, puis après, il y a une intervention disant, attendez, ce coup-là, on va vous le donner. Puis après, je pense que vous savez ça mieux que moi, tout moins Vincent Fuster est bien au courant, c'est qu'après, vous êtes dans le cadre des mises aux normes sur des appels à projets. Et tant que vous n'avez pas un certain nombre d'appels à projets, vous ne rentrez pas dans le truc. Et pendant ce temps-là, excusez-moi du terme, il y a le merdier qui se déverse dans la Loue. Puis vous avez aussi, à un moment donné, l'agriculteur qui se dit, mais attendez, vous êtes tous bien gentils avec vos réglementations, mais moi, j'ai pas beaucoup d'argent. Pendant un moment, j'étais motivé à me mettre aux normes, alors que je n'ai aucune obligation réglementaire à me mettre aux normes. Maintenant, depuis le temps que vous me cassez les pieds, moi, j'ai plus envie de me mettre aux normes. Parce que ça fait trop longtemps que je me bats, que je vais guichet en guichet. Alors, c'est pas de notre faute, effectivement. Mais moi, je pense que c'est pas parce que c'est pas de notre faute qu'il faut que dans des sujets comme ça, on puisse se renvoyer le ballon en disant oui, mais c'est de la faute des autres, puis c'est pas de la faute de celui-là, puis c'est de la faute de celui-là. Je crois que le problème de la pollution et le problème de l'écologie, et c'est là où est notre vrai problème, c'est que vous étiez aux 40 ans de chez François Guillain, et vous avez pu vous apercevoir, le temps que vous avez passé chez François Guillain, qu'il n'y a pas un grain de sable qui vient enrayer la machine. Pourquoi il n'y a pas un grain de sable qui vient enrayer la machine? Parce que vous avez un boss puis qui assume ce qui va bien, puis qui assume ce qui va mal. En général, il n'assume pas ce qui va mal parce que ça va bien, parce qu'il est présent, puis parce qu'il sait ce qu'il faut faire. Mais tandis que dans ce domaine-là, comme dans beaucoup d'autres, alors ça, le sanitaire, c'est pas de notre responsabilité. La mise aux normes, c'est un peu nous parce qu'on veut y mettre un peu de sous. Le suivi des permis, c'est pas nous non plus, mais c'est peut-être un peu nous si on fait ceci. Donc ça veut dire, ce que je veux tout simplement expliquer, et je l'explique avec mon langage d'homme de base, qui n'a pas été effectivement ni fait l'ENA, ni avoir de grandes études. D'ailleurs, l'ENA, j'en suis loin. Mais qui simplement voudrait être pratique et pragmatique, c'est de me dire, nous sommes dans un sujet sensible. Moi, j'ai vu des gens défiler sous mes fenêtres à la mairie avec un cercueil pour enterrer la Loue. Et j'ai bien noté ce que vous aviez dit, que vous vouliez la résurrection de la Loue plutôt que de l'enterrement. Ce qui me paraissait intéressant. Mais qu'est-ce qu'on a fait, j'allais dire, depuis de vraiment concret? Et quand vous avez vos concitoyens qui vous posent un certain nombre de questions, puis qui vous disent « Mais monsieur le maire, mais vous êtes bien gentil », et quand vous le disiez tout à l'heure,
le syndicat mixte de la Loue, le syndicat mixte Saône-Doubs, la commission locale de l'eau, le SAGE, le SDAGE. Et puis vous vous dites, mais est-ce qu'on a fait un certain nombre de choses pour se créer des présidents ou est-ce qu'on a fait un certain nombre de choses pour être efficace? Moi, j'ai un peu peur quand même qu'aujourd'hui, on invente des présidents partout. On va bientôt en vendre Intermarché. Vous pourrez acheter votre président de machin, votre président de ceci. Moi, ça me fait un peu peur. Il y a dans des domaines où on peut s'amuser. Mais dans ces domaines-là, et pourtant, on me le reproche souvent, je ne suis pas une sensation ni une tendance écolo, mais je ne suis pas sûr que d'ailleurs ça devrait être un mouvement politique, ça devrait être plus un mouvement de sensibilité qu'un mouvement politique. Mais je peux vous dire que sur ce genre de choses, ben moi j'y suis sensible. Parce que quand vous voyez la réglementation, on est en train de mettre en place sur le secteur d'Ornans le tri. Et on est en train de mettre en place la redevance incitative. Quand vous voyez cette usine à gaz que vous mettez en place, mais c'est une usine à gaz que vous mettez en place, auquel les gens ne comprennent strictement rien, et qui se disent, mais plus j'avance, plus je paye, et moins j'ai de services. Mais on le voit à Morteau. Mais attendez, à Morteau, ça a quand même capoté. Je sais bien que c'est peut-être pas le débat. C'est peut-être pas le débat. Mais le problème, non mais excuse-moi, c'est peut-être pas le débat, mais je veux dire que c'est un débat important. C'est pas sur les déchets que je parle. C'est simplement sur le problème de pollution. Voilà. Alors, le comité des sages, vous n'en avez pas dit deux mots, là. Ce serait intéressant d'avoir votre... Puisque nous, on n'y est pas. Oui. Le comité des sages. Qui c'est qui est? Chut. Ben, vous pouvez nous en dire deux mots, parce que ça sert à quoi? Oui. Bien sûr, si vous me redonnez la parole, je peux vous en dire deux mots. Le problème, il n'est pas de mettre en cause telle ou telle institution. Non. Le problème, il est que, effectivement, ce comité des sages, il a analysé un certain nombre de réflexions qui ont été menées par des scientifiques, notamment par M. Jean-François Imbert. Voilà. Alors après, derrière, sur qui il va se réfugier pour mettre en place, parce que je pense, après, derrière, c'est sur des collectivités comme les nôtres qu'il compte, pour mettre en place un certain nombre de problèmes. Et quand je vous pose cette question-là, c'est que quand je sais que sur chez nous, quand je vois dans le règlement du SAGE qu'on dit il faut qu'on mette en place toutes les semaines de regarder comment on va mettre en place et vérifier les déversoirs d'orage toutes les semaines. Quand vous prenez le SAGE, attendez, on le ferait seulement tous les 6 mois. Non mais seulement tous les 6 mois. Je peux vous dire que ce serait vachement important. Seulement, oui, toutes les semaines. Oui, c'est dans le règlement du SAGE. C'est dans le règlement du SAGE. Toutes les semaines. Et oui, non mais, et je peux vous dire que je vous vois mal dans une commune aller vérifier les déversoirs d'orage toutes les semaines. Est-ce qu'on peut... Alors, je sais que ça a l'air d'agacer un certain nombre de gens parce qu'on se dit, mais qu'est-ce qui vient nous casser les pieds là-dessus? C'est pas que je viens casser les pieds à personne, moi. Je suis pas du tout pour ça. Je voudrais qu'on essaie de se dire, mais comment on fait et qui derrière? Parce qu'il y a de beaux projets, mais qui les finance? Et avec quoi? Et comment? Et là-dessus, je n'ai aucune réponse. C'est ça qui m'inquiète. Très bien. Merci. Alors, Vincent Fuster. Oui, merci. Moi, je ne suis pas chef d'orchestre, je suis propre au Bivolon et je ne suis pas président à acheter dans un supermarché. Mais par contre, je suis président du comité de pilotage PNBE et j'en suis aujourd'hui à la 14e réunion de ce comité de pilotage. Alors, je trouve qu'affirmer que rien ne se fait, Jean-François, c'est quand même un peu exagéré. Et nous faisons beaucoup de choses au comité de pilotage. Et je rappelle qu'à ce comité de pilotage, il y a toutes les structures qui sont de près ou de loin concernées par l'environnement et par nos rivières. Et qu'on fait des choses très pratiques, et vraiment pratico-pratiques. Nous ne sommes pas un comité des sages, nous sommes un comité opérationnel, et on essaye, nous, de bâtir une politique concernant spécialement l'agriculture. Et je crois qu'on y réussit assez bien maintenant. Et je rappelle également que nous faisons effectivement des appels à projets, et qu'à ma connaissance, nous n'avons refusé aucun dossier. On a même été suffisamment loin, puisqu'au premier appel à projet qui vient de se terminer, il manquait, je crois, 30 ou 36 000 euros, peu importe, et nous avons décidé, nous, d'anticiper le deuxième appel à projet et donc d'ouvrir, entre guillemets, ces 36 000 euros supplémentaires pour que tout le monde, tous les dossiers soient pris. Donc ça, c'est le premier élément de réponse. Je pense
qu'on ne refuse aucun dossier à ce niveau-là. Ils sont instruits par l'État, mais vous le savez très bien, il y a l'Agence de l'eau qui finance, l'État qui finance et le Conseil général du Doubs qui finance également. Donc aucun, aujourd'hui, dossier de refusé. Il y aura un deuxième appel à projet en septembre, et je pense qu'on ne refusera pas de projet non plus. Et je voudrais aussi témoigner ici de l'effort que chacun fait à ce comité de pilotage, y compris et surtout peut-être la Chambre d'agriculture. On a réussi, je crois que ça fait 2 ans que les choses ont été reprises en main, pratiquement bientôt à couvrir l'ensemble des bassins versants au niveau des plans d'épandage. Et ce sont des plans d'épandage qui sont réalisés non pas uniquement par la Chambre d'agriculture, mais avec l'aide du GRAP, avec l'aide des commissions départementales d'environnement, avec tous ceux qui, de près ou de loin, je le répète, participent à l'environnement. Ces plans d'épandage, ils ont été envoyés aux communes, aux maires, donc tous les habitants, entre guillemets, de ces communes, peuvent être au courant d'où les agriculteurs peuvent épandre ou pas. Ça, c'est un plus excessivement important, et depuis qu'on a mis en place ça, je peux vous dire que de nombreux plans d'épandage qui existaient avant ont été repris complètement, pour qu'ils soient un peu plus réalistes, entre guillemets, qui correspondent au sol, entre guillemets, de nos régions. Et puis enfin, à la dernière réunion, c'est pour vous dire à quel point ce comité fonctionne, nous avons abordé le problème de la méthanisation, parce que ça nous a paru un problème excessivement important pour nous. Donc là aussi, on a fait une première réunion, on a demandé aux techniciens de réfléchir, et les techniciens nous sortent aujourd'hui, enfin demain, je pense, un guide des bonnes pratiques, c'est-à-dire chaque fois qu'il y a un projet de méthanisation qui est dans les cartons, celui ou ceux qui ont ce projet doivent passer par le guide des bonnes pratiques, et je pense qu'ils vont même être amenés à présenter leur projet au comité de pilotage PMBE. Donc ça, ce sont vraiment des points très pratico-pratiques, ce n'est pas le comité des sages, ça, c'est un comité de pilotage pratique, et qui a fait beaucoup de choses, et nous sommes en gros progrès concernant la mise aux normes des exploitations, puisqu'aujourd'hui on atteint pas loin de 55% des UGB qui répondent aux normes. Bien, ça me donne d'ailleurs une idée, voyez-vous, ce que vient de dire Vincent Fuster, parce que moi on me rend compte tous les mois de ce qui est fait sur nos rivières dans le département. Et je pense que nous avons un problème ici, c'est que nous ne savons pas, moi j'entends ce que vous avez dit, si vous, comme maire d'Ornans et comme conseiller général du canton d'Ornans, vous ne savez pas dire à vos administrés ce qui est fait pour essayer de préserver la qualité des rivières, parce que moi je comprends bien qu'on voit, et d'ailleurs il suffit, ils ne sont pas là, mais il suffit de regarder la presse quotidienne régionale. À quoi elle s'intéresse ? Elle s'intéresse davantage aux poissons morts qu'aux qualités qu'on essaye de renforcer, parce que ça se voit moins. Moi, ça me donne une idée, très franchement. C'est de faire chaque mois une fiche d'information aux maires de ce département pour leur dire ce que nous faisons très concrètement au service de la qualité de nos rivières. Encore une fois, j'ai quelque chose à dire sur la gestion des effluents d'élevage. Moi je me dis, sans doute, mais personne ne pourra le démontrer, mais si nous ne l'avions pas fait, qu'en serait-il de notre rivière ? Sur l'assainissement domestique, regardez ce que nous faisons. Sur le passage en séparatif réalisé ou en cours, sur les réseaux de collecte qui sont terminés, tout ça c'est de l'argent public et qui concourt tout de même à la qualité de notre assainissement. La restauration du fonctionnement des cours d'eau. Est-ce qu'il faut que je parle de l'arasement des 2 barrages sur la Loue ? Vous connaissez bien le problème. Enfin bref, je me dis, en vous écoutant, ça aura moins servi à ça. Je donne instruction pour que chaque mois, on dise la lettre portant nouvelle des rivières de notre département. Et on donnera chaque mois, ça vous aidera d'ailleurs vis-à-vis de votre population, vous l'afficherez en mairie pour dire voilà, c'est peut-être pas grand-chose, on n'a pas sauvé complètement les rivières, parce que moi je n'ai pas cette prétention, mais au moins voilà concrètement ce qu'on a contribué à faire. Puis si ça peut éclairer en plus le comité des sages, j'en serais ravi. Mais voilà ce que je me propose de faire. Merci de cette suggestion. Oui, je vous donne la parole tout de suite. Oui. Merci. Moi, je vais aller dans votre sens parce que reprenez les propos que j'ai tenus en avril. Qu'est-ce que je vous ai dit en avril ?
J'ai dit, Monsieur le Président, s'il y a vraiment une politique de communication que je soutiendrai fortement, parce que vous avez donné beaucoup d'explications sur les problèmes et sur ce que vous faisiez pour la loi. Et je vous ai dit, s'il y a vraiment une politique de communication que je vais suivre à fond, c'est celle-là. Je pense qu'on n'est pas bon. Parce que je crois qu'il faut qu'on communique. Mais je pense qu'on n'est pas bon, en effet. Parce que je crois qu'il faut qu'on communique, parce qu'on ne communique pas assez. Oui. On ne communique pas assez, et derrière, vous avez... Alors peut-être qu'effectivement, je ne sais pas dire à mes administrés ce qui se fait. Mais quand vous traversez le pont, et puis que vous avez 10 truites qui sont sur le dos, puis que les gens vous disent « Ah, vous avez bonne mine, vous avez vu le boulot qu'est-ce que vous voulez leur dire? Que c'est pas vrai? Donc je pense qu'effectivement, et vous avez raison, Monsieur le Président, et je pense qu'il faut vraiment que vous le fassiez, c'est que vous communiquiez beaucoup plus. Vincent, je t'ai jamais dit qu'il y avait des refus de dossiers. Jamais. Pardon. Je t'ai jamais dit qu'il y avait des refus de dossiers. J'ai jamais vu des refus de dossiers. Simplement, ce que je dis, c'est que la réglementation aujourd'hui est peut-être arrivée à un niveau où elle étouffe la volonté locale de faire des choses. C'est pas une critique que j'essaie. Alors je me suis peut-être mal exprimé. Non, mais... C'est pas du tout une critique vis-à-vis du Conseil général, parce que le Conseil général fait des choses. C'est simplement que je me dis, parce que la Chambre d'agriculture, effectivement, est sur le dossier dont je vous parle. Je peux vous dire que la Chambre d'agriculture est intervenue. Je peux vous dire que Daniel Prieur s'est battu. Je peux vous dire qu'on a même vu le secrétaire général avec l'agriculteur, avec Daniel Prieur, et tout ça c'était au mois d'octobre, et qu'on est au mois de juin, et que tout ce cirque n'est toujours pas réglé. Et donc ce n'est pas de la faute de la Chambre d'agriculture. La Chambre d'agriculture fait des choses, que ce n'est pas de la faute du département, qu'effectivement vous prenez les dossiers comme ils viennent, mais je pense qu'il y a un vrai problème qu'il faut que l'on soulève tous ensemble, c'est le problème de la réglementation qui devient trop pesante. Mais soyez aussi porteur de tout ça dans votre comité des sages, parce qu'il y a quand même, il est présidé, il y a quand même la préfecture, il est présidé par quelqu'un qui a du pouvoir, qui est le président du comité régional environnemental et économique et social. Donc Christian Boudet. Oui, moi je suis sidéré d'entendre ce que je viens d'entendre de ta part, Jean-François Longeot. Je vais essayer de me dominer, mais j'ai comme l'impression d'entendre des conversations au café du commerce. On mélange tout, réglementation, structure, écologie, on mélange tout et tout et tout. Donc je suis quand même très surpris, Jean-François, que présenter un dossier. Moi, j'ai pas fait ce dossier. On n'a pas fait ce dossier-là comme je suis pas un super musicien. Ce dossier-là, il a une portée réglementaire. C'est pas un document réglementaire. Il n'est pas la clé. C'est pas le syndicat mixte de la Loue. C'est pas le contraire rivière de la Loue. C'est vrai qu'il y a un problème de gouvernance. C'est vrai que j'essaye depuis déjà des années de mettre en place le syndicat mixte des milieux aquatiques du Haut-Doubs. C'est la dernière année que je vais y essayer. Si on ne peut pas y arriver, on n'y arrivera pas en sachant les conséquences qu'il y a par rapport à la Loue. Moi, je trouve que c'est sidérant d'entendre ça par rapport aux réunions qu'on a fait, au travail qu'on a fait. Et je rappelle que la commission locale de l'eau, c'est une commission de concertation. Il y avait toujours des agriculteurs autour de la table. Il y avait toujours des représentants de l'EDF. Il y avait toujours des représentants des naturalistes, les écolos dont tu parles. Donc on arrivait à un document. C'est vrai que c'est un document donc qui est bien, qui est moins bien, mais il faut qu'il soit appliqué. On n'a pas d'excès de réglementation, mais on n'est pas suffisamment armé pour faire respecter la réglementation. J'ai écrit au niveau de la clé au préfet de région pour lui demander, c'est pas le tout, on met un document en place, puis l'ONEMA, c'est 3 agents. Il y en avait 6 avant. Il y en a un qui est en retraite dans le Haut-Doubs, je ne sais pas s'il va être remplacé. Le problème, c'est qu'on n'a pas trop de réglementation, c'est qu'on ne les fait pas appliquer. Voilà ce que je voulais dire. Donc moi, ça m'énerve un petit peu, tu le comprendras. Surtout que c'est un document qui est en référence par rapport à ton territoire, qui devrait être un document représentatif demain pour la politique de l'eau, tel qu'il a été émis. Voilà ce que je voulais simplement dire. En ce qui concerne les sages, nous étions convoqués, la clé aurait pu être, on aurait pu dire, il y a une personne de la clé qui pourrait très bien être au comité des sages. Il y avait une réunion de la mise élargie en préfecture vendredi. Maintenant, ils appellent ça la mission interservice de l'eau et de l'environnement. Il y avait le représentant du préfet, il y avait le représentant du CECR. On a eu le rapport des études des experts nationaux. On a appris quand même quelques éléments. On ne parle plus de cyanobactéries, mais on parle de nutriments trop importants et de phosphore dans la Loue. On parle aussi d'une pratique de la pêche. Donc on arrive à des choses beaucoup plus dans le détail. Je ne sais pas si tu étais invité à cette mise, mais bon, je ne t'ai pas vu. Mais c'est vrai qu'il y a du travail, qui est fait. Donc moi je refuse qu'on mette ça à la poubelle, puis que tous nos fantasmes par rapport à l'écologie, l'environnement reviennent dans un débat comme ça. Moi, ça suffit.
Bien, alors, Jean-François Longeau, ultime intervention, Une et on dernière s'en fois. tient là. Alors, pour répondre à Christian Boudet, la mise, moi, j'y suis jamais invité. C'est une mise On a l'air de me reprocher le comité des sages, comme si c'était Jean-François Longeau Ah non, non. qui avait créé le comité des sages, puis qui avait invité les gens au comité des sages. Alors, je m'excuse, mais en général, quand je fais quelque chose, je prends mes responsabilités. Mais là, je ne peux pas les prendre parce que c'est pas moi qui ai créé le comité des sages. Et je m'en excuse, et c'est pas moi qui invite les gens. Et sur l'histoire de la mise, j'y suis allé une fois. Je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le député Gros-Perrin ne pouvait pas y aller et il m'avait envoyé en tant que suppléant. Voilà. Mais sinon, la mise, je n'ai jamais été invité, donc je peux avoir la même critique que vous vis-à-vis du comité des sages. Mais ce que je voulais dire aussi, Christian, c'est que je n'ai pas critiqué ton dossier, pas du tout. J'ai pas ça, je vais pas attendre. Pas du tout. Et puis moi, je ne veux pas ni me mettre en colère, ni me sentir floué par rapport à ça. Ce que je veux simplement évoquer dans ce dossier, c'est de se dire qu'il y a à un moment donné des urgences. Et je crois que quand il y a des urgences, il faut peut-être de temps en temps faire un tout petit peu abstraction du problème de la réglementation. C'est tout ce que je veux dire. Bon, écoutez, moi, je n'ai pas du tout à critiquer là-dessus. Vous avez tous fait avancer le débat, je vous en remercie. Moi, j'en retiens l'idée qu'il nous faut davantage communiquer. Vous aurez donc une lettre au maire tous les mois qui partira sur la santé de nos rivières, parce que je crois qu'on a intérêt à faire connaître ce qu'on fait. Une précision à Jean-François Longeau, il n'y avait pas l'ombre d'un reproche dans le fait d'être au comité des sages. Au contraire, au moins, même si c'était une tutu personnée, je me réjouissais qu'il y ait l'un d'entre nous au comité des sages. Figurez-vous qu'il aurait pu n'y avoir personne du Conseil général, même si ce n'était pas à ce titre-là. Donc, avec ce que la collectivité avait engagé, au contraire, j'y voyais plutôt la garantie minimale. Bien, je mets ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est donc approuvé. Dernier rapport de la 4e commission, politique de soutien à l'équipement communal et au développement des territoires. Comment, pardon? J'ai oublié quelque chose. Ah, pardon. Il y avait... Oui, je te donne la parole. Merci. Donc là, il s'agit d'approuver un périmètre et la constitution d'un sage pour élaborer un document sur le secteur de la Lan. La Lan est une rivière du territoire qui concerne le territoire de Belfort, qui concerne le Doubs, puis qui concerne la Haute-Saône. Donc il s'agit d'approuver le périmètre. Pour le département du Doubs, c'est 37 communes qui est essentiellement de PMA, bien sûr, et avec des influents, la Lan, puis des influents, le Rupt et la Lisaine. Il s'agit simplement d'approuver, disons, ce périmètre. Les remarques des services, il y a deux situations particulières, celle de la partie suisse du bassin versant de la Laine, entièrement située dans le territoire dans la République et canton du Jura, actuellement l'objet d'un contrat de rivière, et puis celle de la haute vallée du Rhin, c'est le territoire des communes de Plancher-Mine et Plancher-Bas, ce cours d'eau alimente le bassin de Champagny. Donc il pourrait être proposé, la proposition de délibération, d'intégrer dans la future commission locale de l'eau les communes de la haute vallée du Rhin, et puis d'associer à la commission locale de l'eau, sous une forme particulière, consultative au moins, les représentants du canton du Jura. Voilà, c'est un dossier à devenir qui concerne une partie du Doubs, mais surtout des communes du territoire et de la Haute-Saône. Bien. Alors, je mets l'intégralité. Il y avait une intervention de Paul Coiset, non? Ah non, d'accord. Le rapport suivant. Ah, très bien, excusez-moi. Alors, y a-t-il des oppositions à l'ensemble de ce rapport? Des abstentions? Il est approuvé. Nous en arrivons enfin au dernier rapport de la 4e commission, politique de soutien à l'équipement communal et au développement des territoires, et c'est précisément Paul Coiset. Bien, merci Président, chers collègues. C'est aussi un dossier important puisqu'il s'agit du soutien du Conseil général à l'équipement communal. Le Conseil général est un partenaire important des communes et ce d'autant plus que nous avons subi le retrait des services d'ingénierie de l'État depuis le 1er janvier 2012 et que donc nous sommes beaucoup sollicités par les collectivités pour la mise en œuvre et l'élaboration de leurs projets. Nous avons donc décidé une montée en puissance de la démarche d'accompagnement des projets avec la direction du développement et de l'appui au territoire
également la progression en 2012 des enveloppes budgétaires. Ceci est régi par un règlement, lequel doit faire l'objet d'adaptations régulières. Alors, en rappel, ce règlement intègre les exigences liées au développement durable, donc les 3 volets économie, sociale, environnement, pour donc les aider tant dans l'émergence des projets que jusqu'au bout et jusqu'à leur mise en œuvre. Ce cahier des charges assistance à maîtrise d'ouvrage intègre donc des critères tels que la maîtrise énergétique, la gestion économe de l'espace, les notions de coût global, et un guide du partenariat du Conseil général vient donc d'être complété par une note méthodologique. Alors le contexte, 3 types de dispositifs d'aide financière complémentaire. On a donc l'AMO, avec les agences départementales, CAUE, agence d'urbanisme, agence foncière, établissement public foncier, toutes les aides traditionnelles, les dotations aux projets territoriaux, et donc un très fort soutien financier à l'investissement des maîtres d'ouvrage publics. Et par rapport à 2011, le BP 2012, donc, il connaît une hausse de 6,9%, puisque on se situe en gros à 16 millions d'euros. Donc, en page 6, on rappelle quels sont l'ensemble des satellites, comme on dit souvent, du Conseil général qui participent à cette fonction d'aide. Donc, agence foncière, CAE, informatique communale, conseil juridique, administratif au maire, le service d'assistance technique dans le domaine de l'eau. Donc, tout un ensemble de structures qui sont mobilisées pour ce faire, et donc avec le retrait des services de l'État dont je parlais, et qui, évidemment, rendent d'autant plus importantes ces mesures d'accompagnement. Alors, l'objectif du Conseil général, c'est de faciliter l'émergence de ces projets, singulièrement pour les communes rurales, les soutenir financièrement et en étant au plus près des attentes et des besoins de ces collectivités, avec un positionnement donc de facilitateur le plus en amont possible, mais en étant clair, c'est-à-dire qu'on ne se substitue pas aux prérogatives du maître d'ouvrage dans l'exercice de ses responsabilités. Au contraire, le but est de les rendre autonomes dans le pilotage de leurs projets, et donc on ne peut se substituer aux communes dans l'analyse des offres, les procès-verbaux, les consultations, et encore moins les conduites d'opération, et toujours encore moins les maîtrises d'œuvre. On s'est donc organisé autour de la direction de développement et de l'appui au territoire, avec en liaison et en relation avec le service conseil au maire, des référents développeurs territoriaux ont été instaurés, qui sont l'interlocuteur unique de ces maîtres d'ouvrage. Et donc, ceux-ci peuvent prendre appui sur un substrat solide de compétences et d'expertise. Alors, j'ai oublié tout à l'heure l'ADIL, j'ai oublié aussi Développement 25 et également le comité départemental du tourisme qui viennent compléter cette panoplie. Dans l'état actuel des choses, nous ne sommes pas le seul département à réfléchir sur les pistes de soutien à apporter aux communes. Plusieurs rapports parlementaires et débats font écho à ces réflexions, et l'acte 3 de la décentralisation va être effectivement important pour apporter des éléments nouveaux dans cette réflexion. Alors, quelles sont les propositions, page 10, d'évolution du règlement des aides pour 2013 ? Eh bien, on renforce l'association des services du Conseil général en amont
des projets, donc le plus en amont possible. Alors que ce soit pour l'assistance à maîtrise d'ouvrage, pour le dépôt des dossiers, pour le soutien aux politiques d'insertion, notamment avec les clauses d'insertion dans les marchés publics, pour la prise en compte de la desserte numérique en très haut débit. On en a parlé ce matin et on le retrouve évidemment dans ce rapport. La rénovation des logements communaux conventionnés, le soutien aux équipements sportifs, le soutien aux travaux de réhabilitation de bâtiments scolaires, le soutien aux aires de jeu et un élément important pour les communes, et singulièrement les petites communes, l'accompagnement des petits projets. Donc, en accord avec les représentants des associations de maires, il a été décidé de constituer un groupe de travail qui aura pour définition de définir durant l'été les solutions envisageables, notamment pour les petites communes rurales de moins de 200 habitants, par exemple, qui souhaitent réaliser des travaux simples d'un montant relativement modeste, par exemple 20 000 euros. Et donc, il nous est demandé d'adopter le projet de délibération qui figure dans les pages 16, 17 de ce rapport. Très bien, merci. Christine Bouquin. Oui, merci, Président. D'abord, pour vous dire ma reconnaissance de nous avoir invités à la réunion le 31 mai avec le Président Cassard. Alors, je voudrais juste rappeler aux collègues maires que c'était une invitation du Président aux deux associations avec les membres du bureau qui souhaitaient venir. Nous n'avions pas de document de travail, c'était un balayage de ce qui se passait, de ce qui aurait pu se faire et surtout une réflexion que nous avons eue entre nous. Donc je l'ai dit très clairement au Président ce jour-là, l'association des maires de Doubs ne s'engageait absolument pas sur ce qui pouvait être défini derrière. Donc ça, c'est la première chose que je voulais dire, parce qu'il y a déjà eu des retours mal interprétés. Donc, vous savez, je n'ai pas de discours en général à l'Assemblée départementale et à l'Association des maires. Donc ça, c'est la première chose. Vous remerciez, Président, pour la prise en compte, notamment concernant la desserte numérique du très haut débit. Même si nous ne sommes pas dans la finalité de ce que vous allez donner en contribution par rapport aux fouilles et au passage de fourreaux, ça a bien été pris en compte puisque vous aviez évoqué le fait qu'on puisse travailler concomitamment, je trouve ça tout à fait logique dans la démarche, à charge de qui, comment et qui paye. Voilà, ça a bien été intégré. Par contre, Président, ce qui pose un peu problème, alors le problème, il ne se pose pas à Christine Bouquin. Il se pose plus à l'ensemble des maires des plus petites communes. Si ils approuvent de façon globale, on va dire, puisqu'on ne s'est pas retrouvé, on n'a pas eu l'occasion depuis le 31, entre la parution du rapport, de faire un état de tout cela, le groupe de travail est quelque chose d'essentiel, puisque les uns et les autres, avec l'apport de nos adhérents, nous pourrons donc faire des propositions qui seront ou partenues, mais je crois que l'objectif est de trouver ensemble des solutions par rapport, je le note, je le dis avec beaucoup d'humour, le retrait des services de l'État, tu nous l'as dit souvent, peut-être que ça va changer à partir d'aujourd'hui, je n'en sais rien. Pardonnez-moi, je ferme la parenthèse, je n'ai pas pu m'empêcher, Paul, tu m'excuses. Donc voilà, donc là-dessus, pas de souci. Par contre, alors, est-ce un problème de communication? Est-ce un problème d'inscription? Je ne le maîtrise pas complètement. Les élus trouvent qu'il y a un sentiment de trop de contraintes par rapport à ce qui est écrit. Alors, j'ai bien fait souligner que les mots étaient... il n'y avait pas de caractère obligatoire. On pouvait ou pas utiliser la MO. On est bien d'accord, je me le suis fait préciser à plusieurs reprises. Mais ça pose quand même souci, Président. Donc je crois qu'il faudrait quand même revoir un petit peu dans l'intitulé. Les élus ont l'impression qu'ils ne seront plus maîtres de la situation, alors même que dans ce rapport-là, vous le précisez, mais ce n'est pas très très clair et je ne voudrais pas, je vous le dis très franchement, que cette assistance à maîtrise d'ouvrage, qui a été une avancée considérable pour les collectivités, devienne une contrainte à l'opposé, parce qu'il y a pas mal de paramètres qui seront mis en cause et il faudra aussi définir, si vous me le permettez, à la page 10,
il est proposé de préciser. Alors, vous voyez, c'est un petit peu l'ambiguïté de toutes ces phrases-là. Donc, dès l'instant où une AMO est faite par le compte des collectivités, et là, je souhaiterais que vous précisiez aux collègues qu'il n'y a pas d'obligation d'AMO pour faire un projet avec le Conseil général. On est bien d'accord, je vous laisserai le soin de le faire. Que ne sera mobilisable que si nous tenons compte de la méthodologie qui a été effectuée, sauf cas contraintes diverses. Ça, c'est pas très bien compris du tout, Président. J'aimerais que vous puissiez donner des éclaircissements par rapport à ça. Pour le reste, les dépôts de dossiers, si, pour mon compte personnel, je pense que au niveau de l'avant-projet détaillé, c'est une bonne solution qui nous permet vraiment d'avoir des dossiers précis, détaillés, et de mobiliser les sommes quand on doit les faire. Pour certains élus, ça semble une contrainte supplémentaire. Voilà simplement ce que je voulais vous dire. Je voterai bien entendu ce rapport et nous aurons, me semble-t-il, l'occasion donc de travailler sur l'aide aux plus petites communes. Je vous remercie. Non, soyons parfaitement clairs, je vais répondre tout de suite à l'esprit de cette délibération. L'esprit, c'est bien entendu de proposer des services supplémentaires aux maires, mais auxquels ils peuvent accéder librement. Nous ne sommes pas dans un système de contraintes. La seule contrainte que nous y mettons, c'est une contrainte de cohérence et sur laquelle je veux m'expliquer. C'est de dire, d'ailleurs, nous reprenons ce terme dans le projet de délibération, si vous voulez bien vous y reporter, c'est sur proposition de Monsieur le Président, après en avoir délibéré, le Conseil général approuve, tel que précisé dans les rapports, les modalités d'accompagnement du Conseil général, approuve les modifications suivantes du règlement des aides départementales pour l'année 2013, au deuxième paragraphe, cohérence nécessaire entre les conclusions des études de faisabilité, opportunité, programmation soutenues par le Conseil général dans le cadre du dispositif assistance à maîtrise d'ouvrage et les dossiers de demande de subvention. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, chacun peut comprendre, à partir du moment où la collectivité a financé, nous l'avions évoqué dans notre rencontre, un dispositif d'AMO, que l'AMO porte un certain nombre de conclusions, il serait paradoxal que nous soyons amenés effectivement à financer et l'AMO et le projet si le projet est en contradiction avec les conclusions de l'AMO. Voilà. Et ça nécessiterait pour le moins un débat contradictoire. Mais je pense que si la collectivité, ce qui est habituellement le cas, fait l'investissement avec nous d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, c'est bien pour tenir compte à l'arrivée des conclusions de l'AMO. Enfin, j'imagine que c'est si nous avons mis ce garde-fou, c'est parce qu'il a pu se produire ici ou là des situations où, à l'évidence, la commune a fait a engagé le dispositif d'AMO et a fait autre chose après. Bon, là, il y a des incohérences qu'on ne peut pas financer avec de l'argent public. Voilà. C'est ça qu'on veut dire. Mais j'avais cru comprendre quand on s'était vu qu'il y avait même, par rapport à ça, une sorte d'évidence entre nous. Mais je ne veux pas faire de l'interprétation abusive. Oui, pardon. Oui, Christine Bouquin. Christine Bouquin, je vous faisais remonter, Président, les éléments que j'ai pu avoir entre-temps. Je vous donne les éclairages. Voilà. Vous savez, comme je suis pragmatique, moi je ne voudrais pas que l'aide se transforme en contrainte pour une incompréhension, si vous voulez, sur la méthodologie et qu'il n'y ait pas de caractère obligatoire. C'est pour ça que je souhaitais aujourd'hui que vous exprimiez encore plus clairement que ce qui a été écrit, la possibilité ou non d'avoir recours à l'AMO, on y va, on n'y va pas, il n'y a pas d'obligation par rapport à ça. Et je pense que le fait, c'est pas précisé dans le rapport, mais je pense bien entendu que par un esprit de liberté, en tout cas pour le maître d'ouvrage, celui qui ne passera pas pour une AMO aura les mêmes caractéristiques et les mêmes subventions. C'est une évidence. Voilà, donc c'était tous ces points-là que je souhaitais pouvoir évoquer ici en Assemblée. Oui. Encore une fois, l'état d'esprit de tout ça, c'est une aide en plus au maître d'ouvrage et ce n'est pas une entrave en plus. Jean-François Longeau. Merci, Président.
j'espère que, comme sur le rapport précédent, mes propos ne sont pas mal interprétés. Je voudrais qu'ils soient constructifs. Vous avez mis quelque chose en place qui est, à mon avis, quelque chose de très bien. Paul Coisel l'a dit dans la présentation de son rapport. Effectivement, les services de l'État aujourd'hui n'apportent plus une maîtrise d'ouvrage aux communes, ne les accompagnent plus. Donc, vous avez mis en place l'AMO. Moi, ce qui me paraît, je suis sûr que ça a été une excellente décision que vous avez prise. Simplement, moi, sur le rapport de la page 10 sur 18, que si ce projet répond aux conclusions de l'étude AMO, ce qui me fait un peu craindre dans ce dossier, c'est comme vous avez parce que cette AMO, d'abord, dans le règlement, c'est les communes de moins de 2000 habitants, puis en plus, celles qui demandent de l'AMO, c'est les plus petites communes. Moi, ce qui me fait un peu craindre dans cette affaire-là, c'est que si le rapport de l'AMO, complété par ce que pourra apporter comme précision le CAUE, par exemple, et que derrière, l'élu dise « oui, mais attendez, c'est bien, mais vous m'avez mis un certain nombre de choses à côté de mon projet qui, effectivement, sont super bien. Mais moi, derrière, financièrement, je n'ai pas les moyens, je ne sais pas faire, je ne fais pas. » Alors, ce qui me fait peur, si vous voulez, alors je sais que vous avez mis entre guillemets, sauf circonstances particulières dûment justifiées. Donc vous avez quand même laissé une certaine liberté pour que vous puissiez regarder. Mais ce que je ne voudrais pas, et je pense que vous allez me rassurer, ce que je ne voudrais pas, c'est que ce paragraphe soit un paragraphe qui évite à un moment donné que notre collectivité suive un projet. Ce que je ne voudrais pas, c'est que parce que le projet a été trop ambitieux par rapport aux potentialités financières du maire de la commune de Tartampion, que ça freine le projet. Voilà. Et c'est là-dessus, je dirais, c'est pas une critique, hein. C'est pas quelque chose de critique, c'est simplement de dire, pour rassurer les communes, il ne faudrait pas que ce paragraphe donne l'impression qu'on dise vous n'avez pas respecté totalement ce qu'a dit l'AMO, donc nous derrière, on n'y va plus. Je comprends bien l'argument. Faut se mettre, et puisque vous êtes les uns et les autres très pragmatiques, faut se mettre dans la situation concrète. L'AMO, il y a deux partenaires. Il y a celui qui fait l'assistance, et puis il y a le maître d'ouvrage. Dans ce binôme, c'est tout de même le maître d'ouvrage qui oriente aussi les travaux et qui, notamment, passe la commande, si vous me permettez l'expression. Donc moi, j'ai pas beaucoup d'inquiétudes. La plupart de nos maires sont des gens très sages et qui savent piloter les travaux, au moins dans la détermination du besoin, puisque c'est ça qui est décisif. Après, justement, l'assistance à maîtrise d'ouvrage, elle va donner tous les éléments permettant de la construction effective du projet. C'est le résultat d'un dialogue. Je pense, c'est pour ça qu'on a mis quand même ce cas de figure qui devrait être exceptionnel, où effectivement il y a contradiction entre les conclusions de l'AMO et la demande du maître d'ouvrage, parce que, en règle générale, tout de même, il est aussi de l'intérêt de l'organisme d'assistance à maîtrise d'ouvrage de vérifier, au gré de ses travaux, qu'il est en phase avec le maître d'ouvrage. Donc c'est un petit peu théorique. Je pense que c'est vraiment pas une difficulté. Et puis c'est l'occasion aussi pour nous, qui apportons la subvention, d'un dialogue avec le bénéficiaire de cette subvention. Voilà. Oui, Paul Coisel, un complément ? Oui, non, mais simplement, une mission d'assistance de maîtrise d'ouvrage, conduite par n'importe qui, privé, qui ne prendrait pas en compte les capacités contributives de son client, ne serait pas une bonne mission d'assistance maîtrise d'ouvrage. Enfin, je veux dire, quand tu démarres une mission comme ça, où que tu sois, c'était bureau d'études, d'abord, tu regardes quels sont les moyens de ton client, et après, eh bien, c'est un élément déterminant pour effectuer le projet, de mon point de vue.
Je pense qu'on a donné tous les éléments de rassurance. Je vous propose de mettre ce rapport aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est approuvé. Nous rentrons maintenant dans les rapports de la 5e commission. Nous devrions aller plus vite puisque j'ai donné l'essentiel ce matin dans mon propos liminaire, notamment le sens à la fois de la DM1, le sens de, je l'espère aussi, mais là, il vous appartiendra en toute souveraineté d'en décider, du compte administratif 2011. J'invite le rapporteur, en l'occurrence la rapporteure, à aller vite dans la présentation de ces rapports. Bien sûr, toute possibilité d'information ou de questionnement complémentaire, vous êtes ouvert. On va commencer par le rapport 501, rapport d'activité 2011, qui a été remis sur votre bureau et dont vous avez pu prendre connaissance. Martine Voidet. Voilà, merci. Je remplace Frédéric Barbier un petit peu au pied levé puisqu'il a dû nous quitter. Donc, le rapport 501 concerne le rapport d'activité qui, chaque année, s'inscrit dans une démarche de partage de l'information avec l'ensemble de nos partenaires et qui expose un bilan synthétique de l'année écoulée sur les doubles aspects financiers et opérationnels. Celui de cette année, vous l'avez donc trouvé sur vos bureaux ce matin. Il se compose de deux parties. Une partie institutionnelle, qui nous présente l'année sous l'angle des moyens administratifs, des ressources avec le compte administratif notamment, et une partie opérationnelle intitulée 2011 en action, où on retrouve différentes présentations. Une présentation par enjeu de d'août 2017, des encarts qui permettent des lectures à plusieurs niveaux, des encarts qui rendent compte du caractère durable des politiques conduites, des cartes, il y en a une par enjeu ou par sous-enjeu, et puis des témoignages. Alors, les pages 4, 5 et suivantes vous donnent différents points de repère. Je pense que vous les avez lus, et puis je vous invite, vous n'avez sans doute pas eu le temps de le faire aujourd'hui, mais une lecture plus complète et plus attentive du document. Bien, merci. Ce rapport, je le mets aux voix. Y a-t-il des oppositions, des abstentions? Il est approuvé. Le moyen des services, c'est la DM1 de 2012. Je vous invite à l'examiner. Martine Voidet. Donc, les moyens des services, ça représente une dotation de 87 800 € en investissement, 83 200 en fonctionnement. Et ce sont les moyens informatiques qui bénéficient principalement de ces inscriptions complémentaires, notamment dans le cadre de la mise en œuvre du schéma directeur informatique. Vous avez à la page 4 un tableau qui recense tout ça. En dépenses, l'acquisition du logiciel Elodoc, qui est un logiciel de gestion de cabinet médical, qui devra évoluer pour intégrer de nouvelles fonctionnalités comme l'accès au Vidal. Des télécopieurs, certains ayant 8 ans d'âge et ayant vocation à être remplacés. Il y aura un poste ouvert pour faire l'inventaire des zones humanoïdes. Si le poste est financé par la TDENS, il faudra qu'il puisse, pour bien travailler, bénéficier d'un équipement informatique adapté à un usage sur le terrain. Des licences à un univers Business Object. Donc là aussi, c'est dans le cadre de l'évolution de la gouvernance informatique et de l'exploitation des données qu'on a besoin de ce logiciel pour 15 000 €. Et l'assistance à maîtrise d'ouvrage pour la mise en œuvre du portail de travail collaboratif. Donc là, un montant de 30 000 € pour la première brique du renouvellement de l'intranet. Au musée Courbet, 2 150 € de matériel informatique. La mise en place d'un système de souscription publique, c'est notamment lié aux chaînes de Flagey, c'est 10 000 €. Des matériels pour la MDPH, 2 000 € pour du matériel, 4 800 € pour des logiciels. En termes de fonctionnement, on sera peut-être le premier département à héberger toutes nos données dans un data center, et c'est une inscription de 15 000 €. C'est quelque chose qui sécurisera considérablement tous les aspects informatiques de la maison. La définition de critères d'analyse des gains des projets et le cadrage des projets de dématérialisation. Là, c'est 55 000 € pour l'assistance d'une société de services. Et puis,
des prestations de services pour la MDPH à hauteur de 13 200 €. Ce sont des prestations d'accompagnement pour la création du portail usager Internet sécurisé qui permettra aux bénéficiaires de consulter leur situation administrative. Et cette transparence, ça va aussi dans le sens de l'amélioration du service dont il a longuement été question ce matin. Voilà, après on a quelques transferts de crédits. Merci beaucoup, Jean-François Longeau. Oui, merci Président. Sur ce rapport, on s'abstiendra. Et je voudrais simplement faire un petit rappel au règlement. Si vous regardez, et si on se lève et on s'en va, vous n'avez plus le quorum. Ça pose quand même un souci important. Et voilà, c'est simplement ce que je voulais dire, parce que c'est embêtant. Alors, on va rester là, bien sûr, mais c'est ennuyeux. Je crois qu'on a à peu près tout ça, non? Bien. Enfin, je vérifie à tout moment le quorum. Hein? On n'est pas encore minoritaire. Il manque 6 de chez nous. En fait, bien. Alors, 7. je peux juste... est-il abusif de vous demander les motifs de votre vote? Non? C'est pour me permettre de bien comprendre. Non, c'est pas du tout abusé, c'est que on a effectivement sur ce dossier décidé de s'abstenir pour les raisons que les moyens informatiques, on n'a pas d'explication sur les moyens complémentaires d'inscription, on n'a pas choses comme ça, voilà, c'est tout, c'est sur des questions de forme, voilà. Très bien, merci. Alors, je mets aux voix. Donc, y a-t-il des abstentions? J'ai cru comprendre que oui. Allons-y. Oui? Des oppositions. Alors, vous êtes opposé, Jean-Marie Sayard? Non, il s'abstient. Non? Ah, vous abstenez. Donc, des oppositions? Je n'en vois point. Il est donc approuvé. Les ressources humaines 503, Martine Boisdet. Avec la note au rapporteur correspondante. Voilà, la note au rapporteur qui concerne une ligne et une coquille dans l'article 5 du règlement qui se trouve à la page 24 sur 39. On nous parle des heures supplémentaires effectuées de nuit, à savoir entre 22 heures, il est écrit 5 heures, et il faut barrer ce 5 et mettre un 7 à la place. Les heures de nuit qui valent... où chaque heure est comptée double, c'est de 22 heures à 7 heures. Donc ce rapport sur les ressources humaines, il traduit la capacité que nous avons à tenir l'objectif d'une évolution limitée à 0,9% du budget consacré aux ressources humaines. 0,9%, c'est difficile, c'est vraiment le signe d'une grande rigueur de gestion. On ne vous propose aucune nouvelle inscription de crédit, mais seulement des virements, des transferts de crédit. Avec une dynamique du projet ressources humaines Nous Aidons qui se poursuit, un projet de règlement du temps de travail propre au personnel technique départemental des collèges, qui était notamment travaillé par Rémi Nappé, l'intégration au département à la fonction publique territoriale des 15 agents de la MDPH, la poursuite de la mise en cohérence des régimes indemnitaires. On verra aujourd'hui ceux des médecins et ceux des agents des collèges logés par nécessité absolue de service. Et puis le recours à un nouveau type de professionnels dans la maison, à savoir les éducateurs de jeunes enfants. Donc on voit une décision modificative qui se fait à volume de crédit constant. Nous avons décidé en 2010 de procéder à un regroupement de l'ensemble des métiers du bâtiment au sein d'une seule direction, qui est la direction de l'éducation, du patrimoine et des transports. Ça a permis de gagner en cohérence, en efficacité, notamment au regard des 180 sites dont nous avons la charge. 2 années après la mise en œuvre de cette organisation, on vous propose de recourir à une mission d'accompagnement qui vise à en dresser un bilan intermédiaire et à identifier de nouvelles pistes d'amélioration. Pour ce faire, on va faire assister d'un consultant externe et on vous propose un transfert de crédit de 20 000 € à cet effet. On vous propose également un transfert de crédit au titre des charges de personnel. Nous avons,
Dans le cadre de la politique en faveur de l'insertion, nous accueillons directement 31 personnes en contrat aidé. 19 parmi elles relèvent d'une prise en charge par le département pour le versement de la part employeur. Donc, nous allons faire un transfert de la direction de l'insertion vers la direction des ressources humaines d'un montant de 25 560 € qui nous permet d'économiser cette part employeur en gérant les personnels directement. Le virement de crédit interne au budget des ressources humaines. Nous avons une consommation aujourd'hui de 26 871 000 € qui est un rythme de consommation du budget qui est conforme aux provisions et on vous propose un montant total de virement dont le détail est précisé en annexe qui s'équilibre à hauteur de 466 035 €. En ce qui concerne les adaptations d'effectifs, elles sont compatibles avec nos objectifs de maîtrise globale de la masse salariale. On vous propose des transformations, créations de postes conformes à ces objectifs. Alors d'abord, un certain nombre d'ajustements d'ordre technique qui sont liés pour une part à la réussite au concours ou examen professionnel de certains agents et pour une autre part au résultat des procédures de recrutement qui ont été opérées suite à des vacances de poste. Au-delà de ces ajustements, la DMA intègre, conformément aux engagements que nous avons pris dans le cadre de la réorganisation de la direction du développement et de l'appui au territoire, la création d'un poste de référent territorial qui vise à conforter l'accompagnement auprès des communes et de leurs groupements. C'est ce qui a été présenté dans le rapport précédent notamment. Cette création nette est toutefois compensée d'un point de vue numérique dans l'état des effectifs par la suppression d'un poste d'administrateur territorial qui est lié à la réorganisation des services des directions sur le pôle des solidarités. Et nous avons 4 postes à créer sans effet financier. Le développeur eau et milieu aquatique qui sera financé par le produit de la TDENS puis de la taxe d'aménagement. Un chargé d'opération pour le schéma départemental des aménagements numériques, directeur des aménagements numériques. C'est un surcoût provisoire, mais il sera ensuite à terme intégré au futur syndicat mixte. Un poste qui est lié à la gestion des chambres d'hôtes à Flagey, qui est financé par les recettes, et un poste à la mission d'août 2017 dans le cadre de la réintégration d'un agent qui était employé au Conseil général jusqu'en 2010 et qui met un terme à son détachement. Nous avons ensuite la résorption de l'emploi précaire avec les 15 agents de la maison départementale des personnes handicapées qui vont intégrer le Conseil général, 3 agents responsables de salle au musée Courbet ainsi qu'un agent d'accueil jardinier à Flagey et puis une sage-femme titulaire du concours. Un cas particulier, c'est un poste d'assistant socio-éducatif qui va être créé au Conseil général car il est supprimé au sein des effets du GIP de la MDPH. Dans le cadre de l'organisation du service rendu à la population, on le retrouve avec le règlement du temps de travail qui est propre au personnel technique départemental des collèges. Ça a été soumis à l'avis du comité technique paritaire le 7 juin et ça consiste à clarifier et harmoniser l'application des règles relatives au temps de travail pour garantir une équité de traitement entre agents dans un cadre de travail annualisé puisqu'il y a une adéquation nécessaire avec les rythmes scolaires pour les agents des collèges. Nous avons la construction d'une démarche de parcours professionnel individuel et collectif. Donc, c'est notamment l'intégration des agents de la MDPH sur le même principe que ce qui s'est fait pour les agents de l'ex-ADAL. Tous les agents concertés à l'issue d'un travail individualisé ont émis le souhait de leur intégration à la fonction publique territoriale et donc au département. Ça concerne 14 agents de catégorie C et un agent de catégorie B, lauréat d'un concours d'assistant socio-éducatif. Ça va nous permettre de réaliser une économie de 36 000 € sur la section de fonctionnement puisque leur intégration permettra l'exonération du versement de la taxe sur les salaires. Dans le cadre de la reconnaissance des agents et des cadres, nous nous attachons à une mise en cohérence progressive des régimes indemnitaires. Nous avons déjà traité certaines situations, notamment celle des psychologues, des assistants socio-éducatifs en début d'année. Aujourd'hui, il nous vient la situation des médecins. Vous avez en bas de page 9 le rappel de ce qui était aujourd'hui leur régime indemnitaire. Sur la page 10, les propositions qui vous sont faites avec un coût en année pleine pour nos 16 médecins qui sera de l'ordre de 35 000 €.
Les agents des collèges qui sont logés par nécessité absolue de service vont avoir dorénavant un régime indemnitaire qui sera identique à ceux des agents non logés, mais cette nécessité absolue de service se traduira par des périodes d'astreinte à hauteur de 75 jours par an. Ensuite, nous allons créer un nouveau métier au sein du Conseil général, c'est celui d'éducateur de jeunes enfants, lesquels auront vocation à intervenir auprès d'agents de 0 à 7 ans en relation avec leurs parents au niveau des espaces d'action médico-sociale dans différentes structures. Que vous trouvez au milieu de la page 11. Il vous est proposé pour ce nouveau métier de créer également un régime indemnitaire qui soit en cohérence avec celui qui est appliqué actuellement aux assistants socio-éducatifs, puisque ce sont dans les deux cas des agents de catégorie B de la filière médico-sociale. Et on va aussi leur appliquer l'indemnité forfaitaire représentative de suggestion de travaux supplémentaires au taux maximal de 5. Voilà pour ce qui est du rapport des ressources humaines, dont les deux points principaux, c'est une évolution limitée à 0,9% et pas d'ajout de crédit au niveau de cette DMA. C'est en effet ce qu'il fallait retenir, c'est l'évolution très faible, qui est en dessous du niveau de l'inflation. Y a-t-il des oppositions? Des abstentions? Il est donc approuvé à l'unanimité. Demande de garantie d'emprunt. Là, nous allons vite, 504. Oui, c'est une demande d'Accentia, qui est une société anonyme d'HLM, qui a une compétence nationale en tant que constructeur. Et le projet de structure multiservice de l'APF, qui est un projet innovant d'accueil et d'hébergement d'adultes handicapés moteurs au sein d'une résidence ouverte de 75 places, dont l'implantation est prévue à Besançon sur un même site avec une antenne à Montbéliard. Un coût d'opération de 6 641 073 € et une garantie du département qui est sollicitée à hauteur de 50% pour 2 emprunts PLS dont vous avez les caractéristiques. Donc, on vous propose d'octroyer la garantie départementale à hauteur de 50% des 2 emprunts, 264 805 € et 5 926 628 €. L'objet de ces emprunts est la construction d'un centre destiné aux personnes handicapées et aucune prise de sûreté n'étant sollicitée concernant l'emprunt garanti. Bien, merci. Pas d'objection à tout cela, je n'en vois pas. Pas d'abstention. Oui. Barbara Romagnan. Oui, pardon, j'ai juste besoin d'une petite demande de précision, page 9 et 10. Ça ne veut pas dire que les médecins de deuxième classe touchent 10 500 € bruts par mois, page 10. Du rapport 503 ? Comment ? Du rapport précédent, alors. Ah, vous êtes le rapport 503 ? Oui, excuse-moi. Il y a un petit peu de retard, là. Oui, pardon. Mais parce que je ne comprenais pourquoi pas. Alors, c'est... Une augmentation mensuelle brute de 196 € si tu lis le tableau. D'accord. Mais ça veut dire que par mois, c'est 10 500 € bruts ? Non, mensuel brut. Non. Regarde la deuxième ligne de la première case. Oui, je sais. Et 10 500 bruts, c'est quoi ? Soit une augmentation mensuelle brute de 196 €. Moi, j'ai pas compris. Les montants sont annuels. Et tu as la division qui te donne le montant mensuel et qui est inscrit juste en dessous. Un médecin en fin de service, c'est 4 000 € brut. Bien, merci. Alors, on en revient à notre demande de garantie d'emprunt. Je ne vois pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc approuvé. J'en arrive au rapport 505, état des actions en justice engagées par ou contre le département. Donc ce rapport a pour objet de rendre compte de l'utilisation de la délégation qui était faite au président pour intenter au nom du département pour la durée de son mandat les actions en justice ou pour défendre le département dans les actions qui sont intentées contre lui, et vous en avez la liste. Bien, merci. Pas d'objection à tout ça. C'est approuvé, sans opposition, sans abstention. J'en viens à un document très important, puisque il caractérise la qualité de gestion du payeur départemental sur les opérations de l'exercice 2011. Je le salue. Et on nous invite là
à approuver le compte de gestion du payeur départemental sur les opérations de l'exercice 2011. Le compte de gestion établi par le payeur départemental est en concordance, c'est ce que je vous propose d'affirmer, avec le compte administratif 2011 pour le budget principal et les budgets annexes. Vous en avez la liste. Et le Conseil général donne acte de la communication de ce document, arrête le compte de gestion et du tout on fait une délibération. Monsieur le payeur, des commentaires? Très bien. En tout cas, merci pour la qualité de votre gestion. Vous savez, pour un président de Conseil général, je le dis chaque fois, d'avoir un bon payeur, c'est un élément de garantie pour son juste sommeil. Et je vous remercie d'y contribuer avec compétence. Oui, avec 2 chiffres qu'on peut quand même souligner, c'est l'amélioration du fonds de roulement de 1,9 million d'euros et puis les délais de paiement qui sont de 5,6 jours en 2011 contre 5,9 en 2010. C'est une nouvelle amélioration et on est bien en deçà des 30 jours réglementaires. Donc je crois que c'est la qualité d'une gestion qui est tout à fait... Merci de le souligner par rapport à beaucoup d'autres. Nous sommes assez exemplaires. Et je pense que nous sommes assez jalousés même, pour tout dire. Et je ne rencontre personne parmi nos fournisseurs ou nos débiteurs qui nous font reproche d'être trop longs dans les paiements. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas de toutes les collectivités. Et quand je dis les collectivités, c'est vraiment toutes les collectivités. Je ne vise personne. Bien, y a-t-il des oppositions? Des abstentions? C'est approuvé, je vous en remercie. Nous en arrivons au compte administratif. Et pour vous mettre totalement à l'aise, y compris dans la discussion, même si je suis autorisé à rester dans la discussion, je vais sortir. Je vais laisser le soin au Premier vice-président de prendre mon relais pour ensuite réaliser le vote correspondant. N'oubliez pas de venir me rechercher. Donc un compte administratif qui s'établit à 524,9 millions d'euros, soit un niveau très proche de celui de 2010 qui était à 522,8. Il se caractérise par 5 points principaux. D'abord un taux de réalisation qui est très élevé. En dépenses, un taux de réalisation qui atteint près de 84% en investissement et 96% en fonctionnement. Et en recette, un taux de réalisation qui est légèrement supérieur à 100%, compte tenu de recettes importantes qui ont été reçues en toute fin d'année en matière de droits de mutation. Le deuxième point marquant, c'est la maîtrise de l'évolution des dépenses de fonctionnement. Elles enregistrent une baisse de 0,45% par rapport à 2010, à structure constante, c'est-à-dire après neutralisation des écritures comptables, les dépenses de fonctionnement évoluent de 1,37%, soit un niveau bien inférieur à ce qu'on connaît avec l'inflation. Le troisième élément d'importance, c'est le maintien d'une politique d'investissement dynamique. Le volume d'investissement est en effet stabilisé pour la deuxième année consécutive aux alentours de 100 millions d'euros, soit un niveau élevé au regard du contexte financier un peu plus difficile que connaissent les départements, en tout cas certainement plus contraints, et ce qui garantit l'accompagnement qu'on peut avoir et le rôle d'investisseur dans le cadre du soutien aux entreprises de notre territoire. Le quatrième point, c'est que l'année 2011 se caractérise par une amélioration de l'épargne brute, sous l'effet conjugué des actions de gestion qui ont été mises en place et d'une conjoncture exceptionnelle en matière de droits de mutation. Donc notre épargne brute, elle enregistre une amélioration puisqu'elle passe de 52,5 millions en 2010 à 77,4 millions en 2011. Vous voyez que ça n'est pas rien en termes d'évolution. Et enfin, le dernier point, ce sont les recettes exceptionnelles que nous avons encaissées en 2011 au titre des droits de mutation, des recettes qui permettent une amélioration temporaire de l'épargne brute, c'est une des explications. Elles ont en tout cas été affectées à la réduction d'endettement de la collectivité et elles nous permettent d'assurer sur la durée notre capacité à investir les 100 millions annuels dont je vous parlais. Les emprunts mobilisés se sont donc limités à 5 millions d'euros en 2011 contre 26 millions en 2010, un peu plus de 26 millions en 2010. Et ça situe notre niveau d'endettement en deçà de la moyenne des départements de la strate démographique comparable
498 € par habitant pour le Doubs contre 560 en moyenne pour les départements comparables. Ça atteste là encore du sérieux de notre gestion budgétaire qui est mise au service d'une capacité à maintenir un niveau d'investissement élevé, à la fois pour l'année 2012, mais aussi pour les années à venir. Et je voudrais saluer le travail des services, de la directrice qui est partie, de celle qui a pris la suite et qui saura continuer dans cette ligne-là, puisqu'elle s'attache à nous le montrer à chaque réunion. Au niveau des dépenses de fonctionnement, on atteint 412,33 millions d'euros, soit 789 € par habitant, une légère baisse, 0,45%, qui est liée notamment à la mise en œuvre d'un plan de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Ça passe notamment par tout ce qui est la rigueur au niveau des ressources humaines. Vous avez les différentes charges qui suivent. En termes de recettes de fonctionnement, les recettes réelles atteignent 489 715 968 €, soit 937 € par habitant. Et elle progresse, elle, de 4,9%. C'est 23 millions d'euros supplémentaires qui sont entrés dans nos caisses. Vous avez le détail de tout cela dans les pages 19, pardon. Je vous prie de m'excuser, mais c'est pas moi qui ai préparé la présentation des rapports, à 27. On arrive à l'épargne brute avec une amélioration qui est rendue possible par les efforts de gestion qui sont conjugués à une conjoncture effectivement exceptionnelle au titre des droits de mutation. Une épargne brute 77,4 millions d'euros. Avec un taux d'épargne brute qui correspond au montant de l'épargne rapportée aux recettes courantes et qui passe à 15,8% en 2011. Une amélioration qui est le résultat pour une première partie de notre action en matière de maîtrise des dépenses de fonctionnement et puis d'une action d'optimisation des recettes qui a été mise en œuvre dans tous les secteurs. Vous vous souvenez aussi de l'indemnisation qu'on a fait pour récupérer certains dus au Conseil général où un notaire avait travaillé avec nous sur cette question. Nous avons des recettes exceptionnelles, 10 millions d'euros au titre des droits de mutation, 5 au titre du nouveau fonds de péréquation de ces droits de mutation. Mais cette amélioration demeure fragile et il convient de faire preuve de la plus grande prudence à l'avenir. Les dépenses d'investissement, c'est 100 millions d'euros hors dette, c'est conforme aux engagements que nous avons pris dans d'août 2017, avec 215 € par habitant. Vous en avez le rappel avec le réseau existant, la RD1, la véloroute, enfin sur les 5,6 millions, presque 5,7 millions sur l'aménagement structurant la sécurisation du réseau, 17,5 millions sur la maintenance et le niveau de service en ce qui concerne les infrastructures, 26 millions dans le cadre de l'éducation, etc. Donc vous avez tout ça. Les recettes d'investissement, c'est un recours moindre à l'emprunt, seulement 5 millions d'euros. Ça conforte notre capacité à maintenir dans la durée un niveau élevé d'investissement. Les recettes, c'est 5 millions qui proviennent des emprunts, 9 du fonds de compensation de la TVA, 13 de subventions que nous avons reçues, 2,5 d'une dotation globale d'équipement, 2,9 d'immobilisation financière, 2,5 d'une dotation départementale d'équipement des collèges. L'encours de la dette, il est aujourd'hui de 260,6 millions d'euros contre 266 millions et demi en 2010. C'est 498 € par habitant, je vous le disais, quand la moyenne de la strate est à 560. Et c'est en tout cas le fait que nous ayons moins emprunté, ça correspond à un désendettement, vous le constatez, pour cette année. Vous avez les budgets annexes du centre départemental de l'enfance et de la famille qui s'élèvent à 5 336 000 €. Vue du Doubs, où on est inférieur aux prévisions avec 885 983 €. Le laboratoire vétérinaire départemental, là aussi les réalisations un peu inférieures aux prévisions, 1 307 000 €. Le
Le parc routier, 1 17 659 €. Et en conclusion, sur la base des éléments qui sont développés, il vous est proposé de bien vouloir approuver ce compte administratif, budget principal et budget annexe pour l'exercice 2011, de vous prononcer sur les conditions d'équilibre et sur l'affectation des résultats de chacun des budgets. Merci Martine. Est-ce qu'il y a des interventions? Jean-Marie. Oui, Monsieur le Président, par intérim. Merci Jean-Marie. Je vous souhaite autant d'ambition pour la future, si vous le souhaitez, si vous l'acceptez. Simplement, je m'exprimerai au nom du groupe, et si je peux le faire à mon nom personnel, je le ferai au nom des deux. C'est le vote qui suivra. Je voulais simplement faire un commentaire, c'est que le coefficient d'exploitation s'améliore, c'est bien, que le désendettement se poursuit et que par conséquent la marge brute de financement, enfin l'épargne brute, vous donne des perspectives en hausse, avec un espoir l'année prochaine d'être encore mieux. Par conséquent, je dis à titre personnel que compte tenu de tout ça, je trouve que c'est plutôt bien et que si je devais voter, je voterai oui. Parce que quand vous nous avez souvent entendu dire surveiller le coefficient d'exploitation, veiller à l'endettement, maîtriser vos charges, vous l'avez fait. Alors quand il y a des mérites, je crois qu'il faut les reconnaître. Je suis parmi ceux qui les reconnaissent, alors à titre personnel, je voterai le compte administratif. Merci Jean-Marie. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Non? Donc je vous propose de passer au vote. Quels sont ceux qui s'abstiennent? Qui sont contre? Écoutez, merci de cette belle unanimité. Ah, je ne pensais pas être aussi bien entendu, Président. Pardon? Vous voyez que ça sert à quelque chose de donner quelquefois des leçons. Nous avons été entendus et nous sommes dans une unanimité. C'était me concernant une très belle intérim. Je vais recéder le siège. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors tu transmettras. Bien. Tu veux... Ben, il faut quand même que je dise Oui. Il faut quand même que je donne le résultat au président. Hein. Ah oui. Président, je suis très satisfait parce que le compte administratif présenté par Martine a été voté à l'unanimité. Et les félicitations de M. Jean-Marie Pobel. Je vous en remercie, je suis sensible. Et je vous ai observé au payeur départemental que mon objectif était de faire aussi bien que lui. Et j'en suis satisfait puisque lui comme moi, nous avons l'unanimité, ce qui est bon signe pour la gestion de l'institution. Merci en tout cas. Oui, allez-y. Ayez un peu de malice, ça fait du bien. Oui, allez-y. Si j'ai un peu de malice, je souhaite que ça poursuive, puisque maintenant, vous serez en mesure de maîtriser tous les leviers à tous les niveaux. Vous avez maintenant tous les paramètres et tous les pouvoirs pour faire encore aussi bien que cette année. Très bien. Non, mais rassurez-vous, la continuité est au programme. Merci. Alors, affectation du résultat de l'exercice 2011 sur 2012, c'est une opération comptable qui est classique. Martine Voidet. Voilà, nous avons effectivement l'obligation de nous prononcer par délibération séparée sur les conditions d'affectation de résultats de l'exercice. Et on vous demandera de vous prononcer sur l'affectation du résultat de fonctionnement de l'exercice 2011 du budget principal et des budgets annexes de la collectivité, sachant que ce résultat doit être affecté prioritairement à la couverture du besoin de financement constaté à la clôture de l'exercice. Pour le budget principal, nous avons un montant de résultat de fonctionnement qui s'élève à 57 331 360 € et 87 cents, qui doit faire l'objet d'une affectation dans le cadre de ce rapport. Donc, ça correspond au résultat de fonctionnement 2011 de 52,8 millions d'euros, cumulé à la reprise des résultats antérieurs en fonctionnement, qui n'ont pas à ce jour fait l'objet d'affectation, soit 4,4 millions d'euros. On vous propose donc d'affecter en section d'investissement à hauteur de 53 745 000 € de 91 et 72 cents pour la couverture du besoin financier de la section d'investissement, pour 43 590 000 € 388,49 €, par une inscription en recette au compte 1068 de la DM1 de 2012
et au financement des restes à réaliser en investissement pour 10 154 703,23 €. De reporter le solde en recettes de fonctionnement au chapitre 002, soit 3 586 269,15 €. Le solde permettra ainsi de financer les restes à réaliser de fonctionnement pour 3 165 784,18 € et les dépenses nouvelles de DM1 2012 à hauteur de 420 484,97 €. Pour ce qui est du budget annexe du laboratoire vétérinaire départemental, on vous propose de reprendre les résultats 2011 sur chacune des sections et d'inscrire en recette d'investissement le solde d'investissement, soit 2 060,65 €, de reporter le résultat de fonctionnement en dépenses de fonctionnement à hauteur de la même somme. Pour le budget annexe du parc routier départemental, il est proposé également de reprendre les résultats 2011 sur chacune des sections et d'inscrire en recette d'investissement 1 194 016,95 €, de reporter le résultat de fonctionnement en recette de fonctionnement à hauteur de 2 022 427,62 €. Enfin, les budgets annexes de Vue du Doubs et du Centre départemental de l'enfance et de la famille étant équilibrés, il n'est procédé à aucune affectation. Donc vous avez le projet de délibération, page 9. Je vous demande de l'approuver. Très bien, merci. Il n'y a pas d'inconvénient à l'approuver, pas d'opposition, pas d'abstention. C'est donc approuvé à l'unanimité. 509. La gestion... DM1 de 2012, programmation pluriannuelle. Voilà, la gestion pluriannuelle des crédits permet de disposer d'une prospective des programmes votés par notre Assemblée sur plusieurs années et d'évaluer les crédits annuels à inscrire dans cette perspective pluriannuelle. On vous rappelle ici les ajustements qui sont apportés dans le cadre de la DM1 sur les autorisations de programme ou autorisations d'engagement et on vous présente le calendrier des crédits de paiement nécessaires à leur couverture. Vous allez trouver en annexe du rapport le tableau récapitulatif qui retrace nos engagements pluriannuels. Ça correspond à un montant d'autorisation pluriannuelle résiduelle de 185,4 millions d'euros au 31 décembre de l'année 2011, une inscription d'autorisation nouvelle de l'ordre de 91,2 millions d'euros au budget primitif 2012, à laquelle s'ajoutent les mouvements opérés en DM1 en complément des programmes existants ou dans le cadre d'un toilettage de programmes clos sur cet exercice. Le montant total des engagements pluriannuels après cette décision budgétaire modificative s'élève à 266,8 millions d'euros, dont 1,1 au titre de la section de fonctionnement. Ils sont couverts sur 2012 à hauteur de 76,9 millions d'euros par des crédits de paiement, ce qui représente un taux de couverture de 28,82%. Très bien, merci. Et enfin, pas d'objection. Ce rapport, vous le votez sans abstention, sans opposition. Très bien, merci. Rapport 510, c'est l'ADM numéro 1, rapport général. Voilà, qui synthétise les propositions de crédit présentées dans les rapports séparés, qui définit l'équilibre de ce budget supplémentaire. Donc un projet de DM1 qui correspond aux inscriptions nouvelles de crédit de 6 964 512 € en dépenses et 6 544 027 en recettes. Après reprise des résultats des reports, des résultats antérieurs et des reports, c'est un projet qui s'équilibre à hauteur de 66 821 521,55 €. De la page 10 à la page 12, vous avez les reports de crédit qui sont présentés, qui représentent une charge nette de 13,3 millions d'euros. En dépenses, les reports de crédit atteignent 16,27 millions d'euros, après 15,46 pour rappel en 2011. Ça correspond à des 5,7 millions d'euros pour des dépenses d'équipement, 7,1 pour des programmes départementaux. En recettes, nos reports s'élèvent à 2,9 millions d'euros. Ça concerne principalement des subventions pour le financement de travaux routiers, notamment ce qui concerne la TSR. Les inscriptions complémentaires en recettes sont présentées de la page 13 à la page 20 du rapport. Les recettes inscrites dans le cadre de la DM1 figurent au tableau de la page 13, atteignent 6 544 027 €. Les recettes nouvelles proviennent pour l'essentiel d'actualisation de données financières en matière de fiscalité et de dotation, mais elles ont l'inconvénient en même temps de présenter un caractère exceptionnel et non reconductible. Ce sont principalement des régularisations qui sont notifiées par l'État depuis le vote du budget primitif, soit 3,1 millions d'euros de reliquats
de TSCA TPP. C'est un rappel de 2011. 2,8 millions au titre de la CVAE. Ce sont des rappels pour les 2 années antérieures. 2,2 au titre des rôles supplémentaires de la taxe professionnelle pour les 5 dernières années. 1,6 million d'euros au titre du fonds de péréquation des droits de mutation suite à la modification des règles de gestion de ce fonds. 0,7 de DGF au vu du montant notifié au département pour l'année 2012. D'autres crédits, 400 000 euros pour l'insertion en lien avec les aides accordées dans le cadre du FSL et du versement des allocations. 1,6 million de recettes attendues pour les personnes âgées handicapées. 500 000 euros au titre des actions culturelles en préparation à la forte attractivité du musée Courbet et 400 000 euros de compensation de dépenses d'infrastructures et de mesures environnementales. On vous propose donc de minorer, compte tenu de ces nouvelles inscriptions, les inscriptions d'emprunt, on les minorerait de 6,2 millions d'euros, les ramenant à 37,6 millions pour l'année 2012. Les inscriptions complémentaires en dépenses sont essentiellement concentrées à l'investissement, tous secteurs confondus. Ces dépenses nouvelles, elles figurent dans le tableau de la page 21 et représentent 6 964 512 euros. Elles représentent, en fonction des enjeux d'août 2017, 5,7 millions d'euros pour l'aménagement et les territoires, et 900 000 euros pour le secteur de l'économie et du tourisme, 700 000 euros pour les personnes handicapées et âgées et handicapées. On n'a pas d'inscription supplémentaire en DM1 pour l'accès à l'emploi et l'insertion. Et seuls des virements de crédit sont proposés pour les moyens des services, le personnel et les mouvements financiers. C'était l'objet du rapport 63 que je vous ai présenté tout à l'heure. Les autorisations de programme à la page 31, elles s'élèvent à 4 488 583 euros, concernent essentiellement l'accompagnement des communes dans leurs projets, 1,6 million, le secteur routier 1,5 million et l'économie 1,4 million. Donc là, on a 4,5 millions. La DM1 est l'occasion par ailleurs, comme chaque année, de réaliser des dégagements sur les autorisations de programme et d'engagement. Ces dégagements, c'est 14,2 millions d'euros. En ce qui concerne les budgets annexes, page 32-33, le Centre départemental de l'enfance et de la famille ne sollicite aucun crédit nouveau, uniquement des transferts. Le laboratoire intègre des inscriptions qui sont sans incidence sur la subvention d'équilibre. Aucune inscription nouvelle pour vue du Doubs. Et enfin, le parc routier, il intègre pour l'essentiel des résultats excédentaires. Et on vous propose de reverser 300 000 euros au budget principal. Vous avez la délibération qui figure page 34 et qu'on vous propose d'approuver. Merci pour cette présentation très synthétique. Vous avez le projet de délibération sous les yeux qui vous permet de prendre position. Y a-t-il des abstentions? Des oppositions? La DM1 est approuvée à la majorité. Je vous en remercie. Il est 16h25. Nous allons reprendre nos travaux au titre de la commission permanente à 16h30. Il y a 5 minutes de pause. Je vous demande de ne pas vous extraire trop loin. Le temps pour certains, c'est mon cas, de récupérer le bon dossier. Et nous revenons ici en assemblée. D'ici 5 minutes maximum, s'il vous plaît. Et on fait court.